Voici les émissions de gaz à effet de serre par habitant et par an selon les pays. En kilos d'équivalent carbone, Chine émissions de CO2 seul pour 1990 et 1998, classés par ordre d'importance en 1998. On remarque que parmi les pays disposant d'un fort PNB par habitant, les plus vertueux, outre la France, sont la Suède et la Suisse, qui produisent aussi, comme la France, leur électricité avec essentiellement du nucléaire et de l'hydraulique. Dans le cas de la Suisse se rajoute le fait que son économie est fortement tertiarisée. On remarque aussi que les émissions par habitant de la Chine sont quasiment 10 fois plus faibles que celles des États-Unis. Ce graphique montre à nouveau la forte diminution intervenue dans les anciens pays communistes. Les grands affreux pour le changement climatique sont incontestablement les Américains. Non seulement leur pays est le premier émetteur au monde, mais ils sont aussi sur le podium des émissions par habitant, et leurs émissions sont en croissance. Les pays sous-développés sont nettement moins émetteurs. En moyenne, l'émission de CO2 fossile par habitant est de l'ordre de 0,4 tonnes d'équivalent carbone par an, soit un cinquième d'un Français et 7% de ce que fait un Américain. Mais tous les pays hors annexe 1, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas pris d'engagement de réduction, ne sont pas si bas. Voici les émissions de CO2 seules par habitant pour une large sélection des pays de l'annexe 2, pays n'ayant pas pris d'engagement de réduction à Kyoto en tonnes d'équivalent carbone avec puits. Pour ce seul gaz, la Suisse serait à 1,7 tonnes d'équivalent pétrole par personne et par an, et les USA à plus de 5. On note ensuite les émissions modestes de l'Inde, 0,3 tonnes d'équivalent pétrole par personne et par an en gros, et les émissions très basses des pays de l'Afrique noire. Nigeria est le pays le plus peuplé d'Afrique avec plus de 120 millions d'habitants. On note aussi que Israël, Singapour, la Corée du Sud, l'Afrique du Sud, sans parler des pays producteurs de pétrole, qui sont tous des émissions par tête et ou un niveau de développement voisin de celui des pays de l'OCDE, n'ont pas pris d'engagement de réduction. En ce qui concerne le Canada, certaines provinces ont fait des petits efforts, notamment le Québec, mais certaines autres ont vu leurs émissions de gaz à effet de serre exploser, notamment le Manitoba et l'Alberta. Voici un exemple de répartition. L'exemple du pays où je suis né, la France. À cause du fait que, en France, nous produisons notre électricité essentiellement avec des procédés qui n'émettent pas de CO2, nucléaire pour 80% et hydraulique pour 15%, la répartition chez nous n'est pas la même. Pour le seul CO2, ce sont les transports qui arrivent en tête, figure ci-dessous, suivi du poste résidentiel tertiaire, qui correspond à l'utilisation d'énergie fossile dans les maisons et les bâtiments, chauffage pour l'essentiel, puis eau chaude pour la grosse partie du reste. La climatisation et l'électricité n'est pas prise en compte, car la consommation d'électricité ne produit pas de CO2. C'est la production d'électricité qui en produit éventuellement. Voici sur ce camembert la répartition par activité des émissions de CO2 seules en France. Il s'agit des émissions brutes, c'est-à-dire que les puits ne sont pas pris en compte. Cela signifie essentiellement que les bénéfices liés à l'exploitation forestière, qui conduit à de la séquestration de carbone dans les arbres transformés en produits durables, ne sont pas imputés à l'activité agricole qui comprend aussi la sylviculture. On remarque que la première source en France est représentée par les transports avec 27%, qui est en outre la source qui croît le plus actuellement, voire plus bas. En outre, si on imputait au transport les émissions de raffinerie pour produire l'essence, dans le poste transformation d'énergie, celles de l'industrie pour la construction des voitures et des routes, et plus généralement toutes les émissions produites par les activités concourant au déplacement, assurance, garage, etc., le total serait probablement plus proche de 40%. La nomenclature a son importance. Le transport aérien international n'est pas pris en compte car au terme du protocole de Kyoto, les émissions découlant du transport international aérien ou maritime ne sont pas affectées aux totaux nationaux. Le poste énergie correspond pour une grosse moitié aux centrales électriques à charbon et à gaz que nous avons aussi, et pour une petite moitié aux raffineries de pétrole. Le raffinage du pétrole conduit à une autoconsommation de 8% du pétrole raffiné environ. Incidemment, il est intéressant de noter que plus on cherche à avoir un carburant propre, exempt de soufre, etc., et plus cela engendre des émissions de CO2 importantes pour le raffinage correspondant. Si nous tenons maintenant compte de tous les gaz à effet de serre pris en compte dans les négociations internationales et pas seulement du CO2, alors la répartition change. C'est l'agriculture qui arrive en tête. Voici la répartition par activité des émissions en France pour l'année 2004. Tous les gaz à effet de serre sauf ozones pris en compte. Il s'agit des émissions brutes. Je ne sais pas imputer les puits par activité. On remarque que la première source devient alors l'activité agricole au sens large. Toutefois, la même remarque que ci-dessus s'applique. Si on intègre les émissions des raffineries, de l'industrie auto, etc., les transports montent probablement à plus de 25%. Cela étant, un raisonnement similaire peut s'appliquer à l'agriculture.
Si nous rassemblons dans un même sac tout ce qui est émis pour fournir de la nourriture, agriculture, mais aussi transport et la transformation industrielle de la nourriture, y compris la fabrication des emballages que nous jetons ensuite, alors manger est à l'origine d'un tiers des émissions environ. En effet, l'agriculture est à l'origine de l'essentiel des émissions de gaz hors CO2, 2 tiers du méthane, CH4 et du protoxyde d'azote, NO2, proviennent des activités agricoles, respectivement dues à l'élevage bovin et à l'utilisation des engrais. Ces gaz mineurs représentent un peu plus ou moins un quart des émissions globales selon la manière de compter. Voir le graphique ci-dessous. Voici la répartition par gaz des émissions en France pour l'année 2004. À gauche, sans les puits, à droite, en ne comptant que le solde pour le CO2, une fois les puits pris en compte. Les cycles barbares HFC, PFC et SF6 sont des gaz industriels appelés halocarbures. Les proportions respectives du CO2, du méthane et du protoxyde d'azote sont variables selon les pays. Les pays à l'économie agraire ont des émissions de méthane proportionnellement plus élevées, voire peut-être même dominantes, alors que les pays très industrialisés et qui en plus font leur électricité au charbon ont des émissions de CO2 encore plus dominantes qu'en France. En France, tous les postes évoluent-ils de la même manière? Non. Les évolutions respectives sont assez variables d'un poste à l'autre. Les chiffres ci-dessous ne sont bien sûr valables que pour la France, mais les évolutions décrites se retrouvent à peu près ou prou dans bien d'autres pays du monde développé, à l'exception de la baisse des émissions pour l'électricité qui est une spécificité française. Voici l'évolution par activité des émissions de CO2 seules en France depuis 1960 en millions de tonnes équivalent carbone. 3 époques se lisent clairement sur ce graphique. Jusqu'au premier choc pétrolier, tous les postes d'émissions sont en hausse. Les 30 glorieuses sont allées de pair avec une très forte augmentation des émissions, dont la phase finale se voit clairement en 1960 et 1973. Après le choc pétrolier, l'industrie se met à la chasse au gaspillage de manière efficace et électrifie un certain nombre d'usages par ailleurs, et obtient une baisse continue jusqu'au contre-choc. En 1985, le pétrole est redevenu très bon marché. Pendant la même période, le lancement du programme électronucléaire conduit à une diminution rapide, mais avec un décalage de 10 ans, le temps de construire les centrales, des émissions du secteur de l'énergie. C'est cette baisse que l'on ne retrouve pas nécessairement dans d'autres pays. Et enfin, les particuliers ont aussi effectué des économies chez eux, baisse du pose résidentiel tertiaire. Pendant cette période, toutefois, les émissions de transport continuent de croître, quoique moins vite sur la période de 1960 à 1974. Depuis le contre-choc de 1985, tous les postes sont plus ou moins stables, exception faite pour les transports, qui poursuivent sur leur lancée, et de l'agriculture, qui poursuit sur sa mécanisation, qui constitue essentiellement à remplacer des individus par du pétrole. À quoi ressemble la consommation mondiale énergétique actuellement? Depuis 1860, date des premières statistiques que j'ai pu trouver, la consommation d'énergie mondiale n'a cessé de croître de manière plus ou moins exponentielle, voir ci-dessous. Voici l'évolution constatée de la consommation totale d'énergie commerciale, c'est-à-dire hors bois, dont une large part échappe aux circuits commerciaux. Depuis 1860, en millions de tonnes d'équivalent pétrole, une tonne équivalent pétrole égale 11 600 kWh. Nous avons là une belle exponentielle. On constate facilement que ni la guerre de 14, ni celle de 39, ni le choc de pétrolier de 1974, ni la guerre du Golfe n'ont affecté significativement une hausse constante. Nous sommes manifestement dépendants des énergies fossiles, 85% de l'approvisionnement mondial d'aujourd'hui. Les diverses énergies se sont plus surrajoutées que substituées, et en particulier le pétrole n'a pas tué le charbon dont la consommation continue de croître, et le gaz n'a pas tué le pétrole. Un zoom sur la période récente confirme que les 2 chocs pétroliers et la guerre du Golfe ont conduit à un léger infléchissement passager, mais rien de plus. Voici la répartition des sources d'énergie utilisées au niveau mondial, évolution de 1971 à 1997. La répartition différente entre nucléaire et hydroélectricité, par rapport au premier graphique de la page, tient à une différence dans les coefficients de conversion. Traduction, MTOE, 1 million de tonnes d'équivalent pétrole. COAL, charbon, oil, pétrole, gaz, nucléaire, renewable, renouvelable, over, autre. On voit très clairement que les ressources non fossiles, nucléaire, hydroélectricité, sont très minoritaires. Attention, les renouvelables comprennent le bois de chauffage qui, sans replantation, ce qui est le cas des pays tropicaux, ne devrait pas entrer dans cette catégorie puisque le bois n'est alors pas renouvelé. La quasi-totalité de nos émissions de CO2 et une partie de nos émissions des autres gaz à effet de serre sont issues de notre consommation énergétique. Or, tendanciellement, c'est-à-dire si on continue comme maintenant, les consommations d'énergie vont fortement augmenter. Tout d'abord, il faut tenir compte de l'accroissement démographique.
Voici l'évolution démographique mondiale constatée de 1880 à 2001 en milliards d'êtres humains. La source, c'est le Musée de l'Homme.